l'amour, une grosse bouse et une excellente surprise, on passe maintenant à la partie cinéma. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. On commence cette partie ciné avec le retour du mythe de La Momie avec, deux momies, réalisées par Lee Cronin. Ça a l'air plutôt cool, j'ai pas tant d'éléments qui me font dire oui ou non pour le moment, mais je suis très curieux de voir ça. Après, ça réveille en moi des souvenirs douloureux, ça me rappelle qu'on n'a jamais eu notre Dark Cinematic Universe. Principalement à cause du fait que le film La Momie, justement, qui devait lancer cet univers, a fait chou blanc. Nous empêchant d'avoir un Dracula Untold 2, même si des rumeurs ravivent parfois l'espoir de le voir continuer seul l'aventure, ou encore un Jekyll and Hyde avec Russell Crowe. Putain, j'aurais vraiment voulu voir ça. En parlant de choses que j'ai hâte de voir, on a une date de sortie pour Godzilla Minus Zero, et ce sera le 3 novembre 2026. C'est LE film que j'attends le plus cette année, et si vous n'avez pas encore vu Minus One, voyez-le, pour pouvoir vivre Minus Zero au cinéma. Car si on nous offre à nouveau l'exceptionnelle prestation 4DX de Minus One, je vous jure que vous allez vivre un grand moment de cinéma. En parlant de cinéma, ça fait du bien de voir que certains films n'ont pas nécessairement besoin de nous en mettre plein la vue pour être impactants, et que parfois, un peu de douceur suffit à nous faire du bien. L'âme idéale, je crois que c'est la première fois que je parle d'une romance dans l'émission. Baiser avec un fantôme, c'est de la nécrophilie. Elsa est une femme qui a abandonné l'amour. Elle n'en veut plus jusqu'au jour où elle fait la rencontre d'Oscar. Problème ? Oscar est mort. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. En effet, c'est un fantôme, et c'est d'ailleurs la particularité d'Elsa. Elle voit les morts et peut les aider à aller dans l'au-delà, un don qu'elle a hérité de sa mère. Je vois des gens qui sont morts. Alors, je vous rassure tout de suite, je vous ai pas niqué le twist du film, on sait tout ça dès le début, c'est pas ça le propos du film. En revanche, vous parler du propos du film, ça serait dommageable, parce que si le postulat de départ c'est « je vois les morts et toi t'es mort », c'est un fait établi, qu'est-ce que le film a à nous raconter? Eh bien, une belle histoire d'amour, c'est un film d'une très grande douceur qui, je pense, peut vous aider à aller mieux si vous avez perdu quelqu'un. Le casting est très bien, Magali Lépine-Blondeau que j'ai découvert avec ce film est vraiment crédible. Jonathan Cohen sort de ce truc de c'est Joko dans cette situation, c'est Joko qui fait ça. Là, j'ai senti qu'il s'abandonnait plus au rôle. Il sort de ses propres codes et ça fait du bien, même si dans les moments d'humour, on retrouve directement sa patte. Vous avez ce qu'il faut? De quoi faire des strips? J'ai des vêtements que je peux enlever si c'est vraiment nécessaire. Oh, j'adore. Et puis Anne Benoît qui est parfaite dans son rôle. Elle dégage une sympathie extraordinaire. Prenez le temps de voir L'âme idéale si vous en avez l'occasion. Même sans aimer les histoires d'amour, ça touche un peu à tout. Et tout le monde peut y trouver son compte. Par contre, là, j'ai pas trouvé le mien. J'ai vu Anaconda. Cette grosse merde. Attends, quoi? Le premier Anaconda est sorti en 97 et c'était déjà un nanar, même pour son époque. Oh merde là! Debout! Lève-toi! Et ce, malgré un casting de son époque, mais ok. Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube, Owen Wilson, Eric Stoltz ou encore Danny Trejo. Et à partir de là, on nous pond un reboot dans lequel le film Anaconda est un film dont ils vont faire un reboot. Bon, c'est décalé, il y a Jack Black et Paul Rudd, vas-y, pourquoi pas? Ah bah non, vas-y pas en fait. Je suis pas sûre qu'il aurait adoré. À un moment, j'y ai presque cru avec leur vanne sur le serpent, c'est une métaphore. Il faut faire des plans du point de vue du serpent. Et je me dis, ouais, ok, le premier film avait beaucoup utilisé cette technique, c'est une ref. Il faut qu'on fasse un plan avec un vrai anaconda pour qu'il y ait une vraie présence à l'image. Et moi, je me dis, ouais, ok, le premier film avait utilisé des CGI, mais aussi un animatronique, justement pour instaurer une vraie présence. Le personnage de Paul Rudd, qui pendant qu'il joue un personnage dans le film, qui se passe dans le film. Je vous ai dit, c'est un film sur un groupe qui fait un film qui est un reboot du film Anaconda de 97. Faut suivre. Et donc son personnage, pendant qu'il interprète un personnage, prend un accent sans raison, ce qui est une référence au personnage de Jon Voight, qui dans le film de 97 a un accent sans raison également. Bref, plein d'éléments où je me suis dit « Ah, je vois ce que tu essayes de faire !» Mais en fait non. Y a rien, le film ne fait rien de tout ça, il chie sur ses personnages, il y a des caméos qui ne servent à rien, mais vraiment à rien. L'Anaconda est presque inexistant et quand il est là, il y a zéro tension. Les morts ne sont même pas spectaculaires. À un moment, tu m'amènes des pires d'or, je commence à me dire ok, en fait c'est ça le vrai propos du film et le serpent c'est peut-être le gardien de la forêt et pas du tout, toujours pas. Les pierres d'or, ils s'effacent comme ils sont apparus, le serpent, il est random, comme ce film.
Juste avant, je disais, le film chie sur ses personnages, mais en fait, il pisse dessus. Je veux dire, littéralement. Jack Black se fait mordre par une araignée. Il y a quelqu'un qui dit « Faut pisser dessus !» Alors, sachez-le, ça ne sert à rien, même pour les méduses. La chaleur du kill peut faire croire, mais ça risque surtout d'aggraver la situation. Bref, on lui pisse dessus, c'est pas drôle, mais surtout c'est long, c'est beaucoup trop long. Et ça change de scène comme si de rien n'était. Et on sait même pas s'il a vraiment été mordu ou pas, et si ça a été utile ou pas, puisqu'on n'en reparle pas du tout du film. Ça n'a aucune incidence quelconque. Et c'est normal, puisque la scène est un reshoot, c'était même pas prévu dans le film. Pourquoi ils ont été ajoutés ça? Bref, ça me fait de la peine de voir Jack Black dans ce genre de film. À chaque fois, dans mon cœur, il y a un enfant qui tombe à vélo. Comme le dit souvent son personnage dans le film, c'est pas vraiment un reboot, c'est plus une sorte de suite spirituelle. Je suis d'accord avec lui, et il l'a bien spirituellement suivi dans son échec. Dans la même veine, j'aurais également pu vous parler de Primates, mais je viens déjà de vous parler d'un mauvais film, et pour ma propre santé mentale et la vôtre, on va parler d'un très bon film. 28 ans plus tard, le Temple des Morts. Je suis pas un grand fan de la saga 28 plus tard, peut-être que je l'ai découverte trop tard, mais elle m'a pas spécialement impacté. Mais curieux, j'étais allé voir le premier 28 ans plus tard, et j'étais ressorti vraiment très neutre de ce film. J'avais pas aimé, mais j'avais pas détesté, je savais juste pas quoi en penser. Et surtout, j'avais pas compris qu'il y aurait une partie 2. Bref, j'ai donc été voir 28 ans plus tard, le Temple des Morts, et j'ai adoré. Ça a l'air fou par rapport à ce que je disais avant, mais j'en suis le premier étonné. 28 ans plus tard, le Temple des Morts, c'est vraiment super bien. Ça ose en permanence, ça teste des trucs improbables par moment, mais ça fonctionne. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, je pense. C'est un film qui va être clivant, notamment dans sa vision du zombie, mais j'ai trouvé ça super. Les Jimmy, ils sont glauques, mais ils sont super à suivre, parce que d'habitude, on suit les bons, les justes. Là, on suit un chef de secte satanique à la recherche d'un père spirituel. Il y a Spike, le protagoniste du premier film, qu'on retrouve en personnage plus secondaire, et surtout le docteur Ian Kelson, interprété par Ralph Fiennes, qui a beaucoup plus de temps d'écran et qui est merveilleux. Il devient aussi important que Jimmy Crystal, le chef de la secte, et on va les suivre tous les deux. Ils vont former un duo qui s'oppose tout en se complétant sur certains aspects, et ça marche vraiment bien. On a Samson, qui est un zombie, un alpha pour être précis. Et putain, ils ont réussi à développer un personnage comme ça. Et la scène du train, ça m'a vraiment donné envie de sauter de mon siège. Je peux difficilement en parler plus sans spoiler, mais retenez surtout que le film est truffé de très bonnes idées, toutes plus surprenantes les unes que les autres, et ce, jusque dans les dernières minutes du film. Et bordel de merde, il y a un passage qui se fait sur The Number of the Beast d'Iron Maiden, c'est beau, c'est vraiment un grand moment de cinéma. Merci d'avoir vu cet épisode de Checkpoint, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve tous les mois pour l'actu sur la pop culture. Pour soutenir l'émission, un like, vos points boost ou un abonnement, voire même les trois, c'est gratuit. Et si vous voulez nous écouter, que vous soyez à bord du Faucon Millenium ou dans votre DeLorean, l'émission est également disponible en podcast sur Spotify. C'était Asao, et n'oubliez pas, restez curieux.